Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la cérémonie d'acquisition et d'inauguration également du premier scanner de la région du Sud, notamment à l'hôpital régional d'Ali Sabié. Réunion d'information pour les préparatifs des épreuves du bac 2023 entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère délégué à la décentralisation. Et dans l'actualité régionale au Soudan, inflation et pénurie sur le marché de Khartoum. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République a participé donc ce soir à la prière funéraire de feu Hachi Abdillahi Urah, une personnalité très respectée parmi nos concitoyens, personnalité donc aux qualités talents multiples. Feu Hachi Abdillahi a été un grand militant de l'indépendance. Son combat pour la libération de notre pays a débuté dans les années 60. Après l'indépendance, il avait occupé les hautes fonctions de l'État. Le chef de l'État donc a participé à l'ensemble des événements funéraires, y compris la prière funéraire collective qui s'est déroulée à la grande mosquée Salman sur la route de l'aéroport. Et le président de la République a accompagné par la suite le cortège funèbre jusqu'au cimetière de PK12 où le défunt a été inhumé. Et de nombreux officiels, y compris des membres du gouvernement et du Parlement, ainsi que des citoyens ordinaires, ont également participé à l'enterrement de feu Hachi Abdillahi Urah. Et suite à l'annonce de son décès, donc le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Hachi Abdillahi Urah, icône de la vie publique djiboutienne et personnalité très connue et appréciée par nos compatriotes. C'est dans l'effroi et la douleur que j'ai appris le décès de feu Hachi Abdillahi Urah, a déclaré le chef de l'État, qui décrit donc le défunt de patriotes éclairés ayant toujours placé l'intérêt de la patrie et de la concorde nationale au-dessus des visées personnelles et opportunistes. Sa loyauté et sincérité étaient à l'image de sa franchise incompressible et à l'antipode de l'arrivisme et ingéniosité. Donc, a noté le président Guelleh, déplorant la disparition d'un personnage pluriel au talent et ingéniosité s'étendant dans la politique, la maîtrise des langues, de l'art et de la culture. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à la famille, aux proches et amis du défunt. Décédé donc aujourd'hui à Djibouti, feu Hachi Abdillahi Urah a rendu son dernier souffle au terme d'une vie familiale, professionnelle et culturelle et politique bien remplie. Modèle de courage politique, son combat pour la libération de notre pays l'a conduit à Mogadiscio, où il fut longtemps en exil depuis les années 60 jusqu'en 1977, date d'acquisition de notre indépendance nationale. Il acquit sa première notoriété nationale au prolongement de son engagement au sein du FLCS, la rébellion politico-militaire qui a œuvré en faveur de la souveraineté de notre pays. Il y a lieu de préciser qu'au sein du FLCS, il a exercé des fonctions éminemment importantes de responsable en charge des relations extérieures, patriote méritant. C'est tout naturellement qui sera nommé plus tard au poste de commissaire au port. Il laisse derrière lui une importante famille, dont une épouse et des enfants ainsi que de petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui en fin de matinée à Ali Sabié, chef de la région du même nom, à l'inauguration d'une série d'équipements et de structures médicaux de pointe connectant l'hôpital général régional d'Ali Sabié à la perspective de couvrir définitivement l'ensemble des besoins de santé des populations des districts d'Ali Sabié et de Dikil. Un scanner moderne, une banque de sang, un incinérateur écologique et une morgue constituent pour l'essentiel le matériel high-tech de santé que sous l'égide du président Guelleh, l'hôpital régional d'Ali Sabié, adjoint du nom de Dr Ahmed Absi Warsama, en référence au premier médecin de notre pays, s'est doté aujourd'hui, produit de dernière génération. Le scanner mis en service a une capacité de
traitement d'environ 60 patients par jour et étend son mérite à travers sa vocation à fournir des clichés radiologiques en 3 dimensions à hauteur de 120 vues sur le format le plus réduit à l'échelle de cellules. Insigne marque d'un instrument médical de haute précision, il est susceptible d'offrir également des prestations de services dans un ordre complexe de domaines, notamment en matière de radio panoramique dentaire. La banque de sang établie aux normes internationales s'érige pour sa part en une unité nouvelle de santé disponible désormais dans la région d'Ali Sabié. Elle aura en charge toutes les formes de prestations de services liées à la sérologie, dont les prises de sang, la constitution de stocks régis par les conditions et rigueurs élevées de santé publique. L'incinérateur écologique est appelé à marginaliser les odeurs et à protéger les populations et l'environnement contre les risques liés aux contaminations d'infections et de pathologies. Quant à la morgue, elle signe la marque d'une autonomie définitive de la région d'Ali Sabié en matière de disposition de chambres funèbres. À noter également une ambulance au format de clinique mobile dans la gamme sophistiquée de matériel de soins acquis aujourd'hui par l'hôpital régional d'Ali Sabié. Une ambulance similaire est par ailleurs appelée à entrer incessamment sous peu en fonction à 10 kg. Nul doute que les matériels de soins acquis par l'hôpital d'Ali Sabié est de nature à œuvrer dans le sens d'une autonomie optimale de cette région en matière de santé, ce qui sonne comme un triomphe de la politique entérinée sous l'impulsion directe du président de la République, artisan à l'origine de la réalisation d'une véritable déconcentration et décentralisation des prestations de services de l'État, la puissance publique. Dans une réaction qu'il a faite à la presse, le chef de l'État s'est réjoui des acquisitions nouvelles de l'hôpital. Il y a lieu également de préciser que l'hôpital régional de Tadjoura est programmé d'acquérir des dispositions similaires sur tous les plans dans un proche avenir à l'horizon mars 2024. Et après son arrivée donc dans la région d'Ali Sabié, le président de la République s'est dirigé par la suite vers l'hôpital régional d'Ali Sabié où le chef de l'État a pu inaugurer un nouvel scanner avec 128 parettes acquis par l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye. Ce scanner donc le plus performant de la République après le scanner de l'hôpital de Balbala avec une capacité de traitement de 60 patients par jour. Ce nouvel outil est un atout essentiel pour les habitants de la région d'Ali Sabié, mais aussi dans toutes les régions de l'intérieur. À son arrivée donc à l'hôpital, le président de la République a été accueilli par le personnel de l'hôpital, des habitants de la région ainsi que des locaux venus nombreux pour souhaiter la bienvenue au président et exprimer leur gratitude donc pour son travail acharné pour délocaliser les infrastructures médicales avec des matériels performants afin d'offrir aux habitants un service de santé de qualité. xilkuna ruux gayo gudan kara ma huro geerunoo irmaangaa wuhunoo xugan geed iyo dhirtuu beerabaa gobiya laga guray midhaha agele gadhwadeen dadkiisiyo duniduba guddoonto taariikhda galay weeye abagele gebigeed afrika gadal wixii u dhigay godob iyo qabiil gaajiyo harajaliyo godon uu ka gees maro abagele gacmo wada jiro isgargaarsaduu geelle noo horkacay nimiyo galad loo gudboon yuhu geelle noo horkacay agele abagele nabba nabagele agele abagele
abagele gurmadkiyo siduu geeshka hilwalaal soomaaliya soomaaliya ugu huray gargaar nabaduu goontiyo gobashii u fidsan lagu gaadhay gurmadkiyo siduu geeshka hilwalaal ugu huray gargaar nabaduu guntan way lagu gaadhay lagu gaadhay way lagu gaadhay lagu gaadhay gaygeena siduu gaaliyo islaam gaygeena siduu gaaliyo islaam goob lagu kulmo ganacsiga uro uga dhigan kornaba lagu gaadhay way lagu gaadhay lagu gaadhay way lagu gaadhay lagu gaadhay agele abagele agele abagele napa napagele. Et cet événement donc a été également l'occasion d'inaugurer une unité de banque de sang, ainsi donc qu'une chaîne ELISA avec des accessoires pour faire un test de sang. Ce nouveau centre de transfusion traitera et stockera la quasi-totalité des dons de sang pour les patients qui souffrent de manque d'anémie. La banque de sang récolte, analyse, traite les sangs pour les besoins non seulement des habitants de la région d'Ali Sabié, mais pour le reste de la région, des régions du sud comme la région du Dikil. L'hôpital d'Ali Sabié est la deuxième unité dotée de sa propre banque de sang après le Centre national de transfusion sanguine de Djibouti. Le président de la République a également effectué une visite de supervision de nouveaux matériels acquis par l'hôpital, notamment un appareil dentaire panoramique qui est une radiographie dentaire à balayage panoramique de la mâchoire supérieure et inférieure. Elle permet de visualiser sur un seul cliché les structures essentielles de la cavité buccale. Une salle de morgue également pour conserver les corps avant leur enterrement, une salle d'incinération des matériels médicaux. Cette salle est équipée donc de matériel d'incinération écologique et a été visitée donc par le président de la République. Le chef de l'État a visité également l'unité de la banque de sang et récolté donc et analysé et traité sur place. Et enfin, le président s'est dirigé vers l'appareil dentaire qui réalise des radiographies dentaires à balayage panoramique et elle permet de visualiser donc sur un seul cliché, donc une seule radio, les structures essentielles de cavité buccale, notamment les dents et les os maxillaires. Et par la suite, à l'issue de cet événement, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a indiqué dans son intervention que lors de la cérémonie d'inauguration à l'hôpital d'Ali Sabié, ces nouveaux équipements vont accélérer le processus d'autonomisation des régions de l'intérieur. On écoute le ministre. Le département du ministère de la Santé, les autorités de la région d'Ali Sabié et de Dikil sont tous mobilisés pour cet événement et sont fiers de la venue du président de la République à l'hôpital régional d'Ali Sabié pour procéder à l'inauguration dans le cadre d'autonomisation des régions de l'intérieur, a rappelé le ministre de la Santé. Bien sûr, nous célébrons cet événement qui va rehausser les prestations de l'hôpital régional, a estimé le ministre de la Santé lors de sa réaction au micro de la radio-télévision de Djibouti. Le ministre a indiqué également que le ministère de la Santé a commencé par la région d'Ali Sabié et des événements similaires sont prévus. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la région d'Ali Sabié, a indiqué le ministre. Il a ensuite souligné que l'inauguration du scanner d'imagerie médicale des dernières générations a la capacité de traiter plus de 60 patients par jour. Il a indiqué également à cette même occasion qu'a eu lieu l'inauguration d'un banque de sang qui va répondre aux besoins des patients qui étaient contraints avant de se déplacer vers la capitale pour bénéficier des traitements du scanner. Enfin, le ministre de la Santé a rappelé qu'une morgue a été aménagée ainsi qu'un lieu de destruction des déchets au sein de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Et le président de la République est également intervenu donc lors de cet événement et a réagi au micro de notre consoeur Awa Abdi. L'État s'est réjoui des acquisitions nouvelles de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Ces matériels confèrent davantage de proximité et d'autonomie de santé à la région d'Ali Sabié, a-t-il déclaré, exhortant la population de cette région à en prendre le plus grand soin. Le chef de l'État a souligné que l'ensemble du gouvernement que je dirige et l'ensemble des acteurs, y compris la population, tous doivent collaborer et avoir un objectif commun pour parvenir à un meilleur développement. Que nous soyons de la société civile, responsables, ministres ou même président de la République, nous sommes en compétition pour une autonomisation effective dans l'ensemble du pays, a-t-il déclaré le chef de l'État.
La meilleure façon d'arriver à ce but est faire preuve de patriotisme, de mettre les connaissances acquises au profit du peuple et du pays. La région d'Ali Sébié est la première à y bénéficier, que nous remercions le Seigneur, a-t-il déclaré le chef de l'État. Et enfin, le chef de l'État a exhorté les responsables et les personnels de servir tout en préservant la prise en charge de ces équipements parmi les plus performants de la République. Dans le reste de l'actualité, sous la présidence du député Chalmake Moussa Haré, la commission de l'économie générale, des finances et du plan s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner en 2 temps un global de 5 projets de loi portant approbation des comptes financiers de la DDS et du Diwan des biens WARF. La première partie de la réunion de la commission concernait l'étude de textes suivants. 4 projets de loi portant approbation des comptes financiers pour l'exercice 2018, 2019, 2020 et 2021 de l'agence djiboutienne de développement social, la DDS. Les membres de la commission ont échangé avec la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, et avec la participation des organes sociaux de la DDS, notamment du directeur général des modalités de gestion et d'administration des activités entreprises par l'agence subventionnée. L'auditoire a aussi abordé les stratégies de développement menées par la DDS et de façon plus globale par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Et la seconde partie de l'agenda de la commission des finances conduite par le député Chalmake Moussa était relative à l'examen des comptes financiers de l'exercice 2021 du Diwan des biens WARF. Cette séance de travail s'est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes et des biens WARF, Moumin Hassan Barré, accompagné donc du secrétaire général du dit département et du directeur général des biens WARF. Sur l'examen parlementaire des comptes financiers 2021 des biens WARF, les membres de la commission ont obtenu les explications quant aux champs, aux moyens engagés et à la portée des activités de cette fondation. Enfin, les députés de la commission des finances ont aussi avalisé les comptes financiers du Diwan WARF pour l'exercice 2021. Ils ont donc procédé à la transmission pour adoption avec avis favorable pour les votes du dernier projet de texte lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Sur invitation de l'honorable Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, a participé donc à la première session de la réunion de la commission ministérielle mixte entre les gouvernements du Rwanda et de Djibouti qui s'est tenue du 8 au 10 mai à Kigali, au Rwanda. L'objectif de la réunion de la commission ministérielle mixte était d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des protocoles d'accord et des accords existants et de convenir de stratégies visant à accélérer leur mise en œuvre intégrale. La réunion a également examiné de nombreux domaines de coopération afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les ministres ont salué les excellentes relations entre les gouvernements et les peuples du Rwanda et de Djibouti. Ils ont réitéré leur désir de continuer à travailler conjointement au renforcement de la coopération politique, économique et sociale. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a participé aux assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui a eu lieu donc à Jeddah en Arabie Saoudite. En marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement, la délégation djiboutienne a eu une rencontre bilatérale avec la Société internationale de financement du commerce, l'ITFC, et son DG, M. Sombol. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer le partenariat entre Djibouti et l'ITFC et sur les différents domaines concernant les énergies, la santé et la sécurité alimentaire. Et enfin, Djibouti, donc représenté par le ministre de l'économie et des finances et le directeur général de l'ITFC, ont signé un important accord cadre de financement du commerce avec la République de Djibouti. La délégation conduite par le ministre comprenait le secrétaire général du ministère du Budget, le directeur exécutif de la BCD, le directeur général du Fonds de garantie, du consul de Djibouti à Jeddah et des hauts responsables. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud et son collègue délégué à la décentralisation Rassim Haroun Ali ont dirigé ce matin les travaux d'une réunion d'information pour les préparatifs des épreuves du bac 2023. La rencontre qui s'est déroulée donc au siège du MENFOP a vu la participation des hauts responsables des deux ministères. L'occasion pour le MENFOP de rappeler que c'est la deuxième année de décentralisation des baccalauréats dans les régions de l'intérieur, l'occasion
l'occasion pour lui de rendre un vibrant hommage au président de la République pour son appui constant et ses encouragements qui constituent une source de motivation. Le ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa satisfaction par rapport au bilan de la première année de décentralisation, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan de la réussite des élèves. Le MENFOP a souligné l'implication et la participation de tous les acteurs des régions, conseil régional, préfecture, service régional de l'éducation. Il a rappelé la nouveauté de cette année concernant les épreuves du bac arabe à Tadjoura, Ali Sabié et Dikil. Avant de clore ce propos, le ministre a exprimé ses remerciements à l'endroit du ministre du Budget qui a assuré le budget nécessaire. Et de son côté, le ministre délégué à la décentralisation a indiqué la validation des modalités d'organisation du bac en vue d'augmenter les chances de réussite des élèves dans les régions de l'intérieur. Et durant cette réunion, les deux présidents des conseils régionaux respectivement de Tadjoura et d'Obok ont félicité donc cette initiative. Nous les écoutons. C'était une première, mais c'était aussi une réussite dans la région de Tadjoura. Ce que, monsieur le ministre, vous l'avez fait parce que vous connaissiez les difficultés, mais ça a permis surtout aux élèves qui passaient les examens et leurs parents d'avoir moins de stress. C'est ça qui était très important. Ils étaient chez eux, donc quand ils passent chez eux, dans les classes auxquelles ils sont habitués, le stress diminue énormément. Et ce qui a fait aussi le taux de réussite dont vous avez parlé. Donc c'est une bonne initiative qui continue, qui j'espère va perdurer. Donc nous vous remercions. Et au niveau du conseil régional, nous essayerons toujours d'apporter notre soutien et moyens et humains dans la mesure du possible. Et les régions sont prêtes à vous accompagner, monsieur le ministre, à accompagner vos équipes, à les accueillir, faciliter aussi et aux organisateurs et qui vont venir à Tadjoura, dans la mesure du possible, toujours leur séjour à Tadjoura. Nous allons y atteler, que le bac soit une réussite. L'année dernière, l'impact a été positif, on a pu le constater, parce que les parents étaient donc soulagés que leurs enfants aillent sur Djibouti. C'était un vrai casse-tête. Et les résultats aussi, donc, ça a impacté positivement à la fin. Cette année aussi, donc, le conseil régional se tiendra aux côtés des l'équipe qui organise les examens, les épreuves, pour que ces épreuves se passent dans les meilleures conditions aussi, comme les autres régions, Inch'Allah. Suivons à présent l'intervention du ministre délégué à la décentralisation. L'année scolaire 2022-2023 tirant à sa fin, le moment est venu pour les parties prenantes de l'organisation des épreuves de baccalauréat dans les régions de s'atteler à la tâche. C'est dans ce contexte qu'il convient de situer l'honneur et la joie que je ressens aujourd'hui à l'occasion de la validation des modalités d'organisation du bac en vue d'augmenter la chance de réussite des élèves dans la région de l'intérieur. En effet, il ne suffit pas de décréter la décentralisation du baccalauréat pour récolter les résultats escomptés. Car faut-il encore mettre en place les dispositifs nécessaires à cet effet? Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Une telle tâche ne doit pas être isolée et limitée à quelques initiés, mais partagée par toutes les parties prenantes. C'est pourquoi le résultat encourageant obtenu pour la première année 2022 de la mise en pratique du concept bac décentralisé ont conforté, exhorté toutes les parties impliquées à redoubler d'efforts pour améliorer les conditions matérielles et techniques afin d'accroître davantage le taux de réussite au sein des régions dans l'avenir. Ainsi, au cours d'une réunion tenue le dimanche 7 mai 2023, le président des conseils régionaux, les représentants de l'État, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale ont unanimement exprimé leur intérêt pour l'harmonisation du bilan du programme de préparation et d'organisation des épreuves de baccalauréat. Le dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves et améliorer le taux de réussite en 2023 se veut être le résultat d'une collaboration réussite entre les différentes parties prenantes qui se sont réparties la prise en charge des frais de transport, frais d'hébergement, frais de restauration. Ainsi, compte tenu de la qualité de l'organisation et de la bonne volonté de toutes les parties prenantes, il y a fort à parier que le bac décentralisé est un gage de succès pour les élèves des régions de l'intérieur. Et le ministre de l'Éducation nationale a clôturé donc la série des interventions durant cette importante réunion. On l'écoute.
l'occasion donc de la deuxième année de décentralisation des baccalauréats dans les régions de l'intérieur, permettez-moi tout d'abord de présenter, Monsieur le ministre, en votre nom et en nom personnel, un vibrant hommage au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien constant et ses encouragements qui constituent pour nous une source de motivation et d'encouragement. Si ce choix historique de décentraliser a été donc une réussite, c'est surtout grâce à son soutien indéfectible. Aujourd'hui, nous exprimons notre satisfaction du bilan de la première année de décentralisation, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan de la réussite des élèves. Les données sont là. Elles ne peuvent que nous encourager à poursuivre cette décision de décentralisation de la passation des épreuves orales et écrites du baccalauréat. Notre plus grande satisfaction porte sur le service rendu aux parents et aux élèves qui sont très confiants et qui accompagnent au quotidien leurs élèves. L'implication et la participation des régions, conseils régionaux, préfectures, services régionaux de l'éducation, associations de parents d'élèves, société civile et secteur privé, notamment hôtelier, a été donc exemplaire l'année dernière. Et je vous en remercie, messieurs les présidents. Nous sommes donc toujours aussi déterminés à assurer cette décentralisation avec la même exigence et la même intransigeance en termes d'assurance qualité. Je voudrais, Monsieur le ministre, avant de clôturer mes propos, adresser mes remerciements à Monsieur le ministre du Budget qui nous a assuré le budget nécessaire. Dans le cadre de la coopération française, les marins-pompiers de Marseille ont octroyé une formation de 2 semaines au profit de 15 stagiaires sapeurs-pompiers. L'événement se déroulait au quartier général de la protection civile. En effet, cette formation était axée sur le sécurisme et la protection civile. La mixité a été au rendez-vous au sein de ces stagiaires sapeurs-pompiers djiboutiens où 5 jeunes femmes ont suivi cette formation sur les techniques de sécurisme. Le commandement de la protection civile entretient une relation séculaire avec les sapeurs-pompiers français et celle-ci se traduit par des formations constantes avec la protection civile djiboutienne. Une importante cérémonie donc, qui s'est clôturée avec la traditionnelle remise des diplômes au profit des stagiaires sapeurs-pompiers. Et le colonel Mahmoud Moussa a remis un cadeau au colonel Le Goff en signe de remerciement. Et dans une allocution faite à cette occasion, le représentant de la coopération française s'est dit heureux de la pérennisation de la coopération des corps français des sapeurs-pompiers et de leurs pairs djiboutiens. Puisque cette formation était la première d'une série de 6 formations que nous allons dérouler tout au long de l'année dans différents domaines d'expertise et tout ça pour à la fois renforcer les capacités de la DNPC et surtout, et derrière tout ça, pour le bien et le bénéfice de toute la population de Djibouti et c'est là notre plus beau résultat. Voilà, merci beaucoup à tous, félicitations aux lauréats. Écoutons également l'intervention du directeur national de la protection civile. À chaque cérémonie, le colonel Le Goff, qui est l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France, qui ne ménage aucun effort pour qu'on puisse réaliser dans des conditions décentes ce genre de formation. Par le biais aussi de mon conseiller, le lieutenant de vaisseau Aurélien Chanmy, et de l'ensemble des autres officiers de la protection civile. Et mais aussi mes chers collègues de pompiers de l'air de Djibouti, de la base 188. Les officiers supérieurs ici à ma droite, le commandant Hassan, et tout le staff technique, service formation, lieutenant Abdelkader, et j'en passe, et des meilleurs qui ont fait que tout cela soit réalisé dans les conditions les plus meilleures pour qu'on puisse arriver au fin. Encore une fois, mes félicitations pour ceux qui n'ont pas réussi, parce qu'il y a des échecs, hein, mais ce n'est qu'un début, il n'y a pas à avoir honte. Vous allez persévérer, comme on dit en bon langage de chez nous, Inch'Allah, la prochaine fois qu'une formation aura lieu.
Le concours défi lecture des écoles annexes a eu lieu aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, organisé par ce centre en collaboration avec l'UNFD. Dans le cadre du programme DEGRA, ce concours défi lecture a opposé les élèves de 5e des écoles d'annexe 1, d'annexe 3 bis et d'annexe 4. Les élèves de l'école d'annexe 4 ont remporté la première place et ont gagné des tablettes pour enfants offertes par l'UNFD avec le financement de l'USAID. Les élèves de l'école d'annexe 1 ont obtenu la seconde place et se sont vus décerner un prix composé de manuels scolaires, et la troisième place est revenue donc à l'école annexe 3 bis. Le concours défi lecture a été présidé par la directrice générale de ce centre en présence du coordinateur des projets par intérim, et cet événement a également vu la participation des associations des parents d'élèves et des enseignants venus soutenir les élèves concourants. Et dans le cadre du projet DEGRA, l'UNFD accompagne et soutient la promotion de la lecture dans l'enseignement de base à l'école de la République. Avoir toujours la première place parce que c'est la porte du savoir. Sans la lecture, le monde du savoir est fermé à tout le monde. Nous continuerons donc à travailler avec les enfants à la lecture, les enfants comme les adultes. Et donc je félicite encore une fois tout le public qui a honoré de sa présence cette manifestation à l'endroit des élèves, des écoles annexes surtout, qui ont pris la première place. Écoutons également la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Je voulais juste féliciter tous ceux qui, enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs d'école, élèves, parents, ont poussé les élèves à faire ce travail pour que aujourd'hui vous soyez ici. Mais sachez que ce n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte pour faire aimer les élèves la lecture. Donc, cela ne s'arrête pas aujourd'hui. Pour vous, c'est une aventure qui continue. Pour les élèves, c'est une aventure qui continue. Continuez à lire, à aimer la lecture, à vous affronter pour aller encore plus loin. Et c'est un défi, cela s'appelle comme ça, hein. Défi lecture, c'est un défi que vous vous lancez, et pour que vous ne soyez pas en marge des connaissances, comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur Abdelhaï, c'est la clé, la lecture. Si vous ne savez pas lire, vous n'aurez pas accès aux connaissances, aux livres, à cette chose merveilleuse qu'est la lecture qui nous fait voyager, découvrir. Et c'est tout cela qu'on veut que vous ayez, auquel vous ayez accès. Donc, encore félicitations à tout le monde, puisque ce matin, il y a eu certes annexe 4 première, annexe 1 deuxième et annexe phare qui participent, il faut le souligner, pour la première fois à défi lecture, qui se sont classés ainsi, mais qui ont fait un merveilleux travail. C'est ce travail-là derrière qu'il faut saluer. Les parents nous ont accompagnés, c'est une très bonne chose, et on compte sur eux pour continuer à suivre les élèves. Il ne me reste plus qu'à remercier aussi l'USAID qui nous appuie financièrement pour que ces journées se réalisent, et l'UNFD qui est le bras de ce travail et qui suit aussi derrière pour que nous puissions concrétiser ce travail de lecture dans les écoles. Le ministère sera toujours là, présent pour les élèves et pour les faire réussir tous. Actualité régionale à présent au Soudan. Plus de 3 semaines après le début des affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires, les marchés ont du mal à être approvisionnés. Les ports du pays étant à l'arrêt, le coût des denrées alimentaires a flambé de près de 60% selon l'ONU. De plus, une pénurie de farine et de légumes gagne la capitale Khartoum. Forcés de stationner dans le centre névralgique de l'économie soudanaise, ces chauffeurs de marchandises impuissants commencent à perdre espoir. Ces camions remplis de marchandises n'ont pas quitté le port Soudan depuis 3 semaines par crainte d'être pris à partie par les tirs qui paralysent quotidiennement la capitale Khartoum, la plaque tournante des industries. Cette immobilisation fait craindre une crise majeure imminente. Le conflit a interrompu les flux commerciaux en provenance et à destination du Soudan. Cette nouvelle flambée de la violence vient porter un coup de massue aux caisses de ce pays exportateur de gomme arabique, d'or ou encore de cacahuètes.
Et nous restons sur le continent. 15 enfants sont morts noyés et 25 portés disparus après le naufrage de leur embarcation mardi donc au Nigeria sur une rivière dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. C'est ce qu'a indiqué donc un responsable local. Les enfants originaires du village de Dundeji allaient chercher du bois dans la brousse de l'autre côté de la rivière lorsque leur embarcation surchargée a chaviré, a déclaré le responsable administratif qui a supervisé l'opération de sauvetage. L'état de Sokoto est une région rurale reculée du nord-ouest du Nigeria et l'une des plus pauvres. Les accidents impliquant des bateaux y sont fréquents, comme dans le reste du Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien ou encore au non-respect des règles de navigation. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.